Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de la Fondation pour les générations futures. On est ensemble pour le premier webinaire des ERA Awards 2022 qui, comme vous le savez, sont consacrés à l'ingénierie et à l'architecture soutenable. Alors, ces deux prix, comme tous les autres d'ailleurs, existent grâce au soutien de nos partenaires qu'on tenait à remercier ce matin. Je pense qu'il y a l'un ou l'autre micro qui est resté allumé. Voilà, regardez peut-être de votre côté si le micro est bien coupé. Donc, ces partenaires qu'on tient à remercier chaleureusement. Il y a d'abord IBA. J'entends encore du bruit et je pense… Voilà, là, ça a été coupé. Bon, voilà, je suis désolée. C'est reparti. Ok. Ces écoles qui font les travaux l'année prochaine, est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut on essaie quand même de faire un truc avant ou bien? Oui, oui, avant, Voilà, alors j'entends des petites conversations parasites. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous autres aussi. Bref, je vais réussir à remercier nos partenaires. Il y a d'abord IBA, leader mondial de la protonthérapie dans le traitement contre le cancer, qui est le partenaire de tous les ERA Awards. Et puis, il y a les partenaires spécifiques à ces deux prix. Il y a le fonds Robert Vanet pour les générations futures et Technor pour l'ingénierie, et il y a le fonds Philippe Rottier pour l'architecture. Alors, tous les travaux qui vont être présentés ce matin se sont distingués par leur approche systémique du développement soutenable, ce développement qui est cher et qui est même la raison d'être de la Fondation pour les générations futures. Elle est persuadée qu'on peut transmettre aux futures générations un monde vivable, habitable, à condition d'appliquer évidemment systématiquement cette démarche de pensée et d'action à 360 degrés qui tiennent compte de critères sociaux, environnementaux, économiques, mais aussi participatifs. Alors avant d'écouter toutes les pistes de réflexion et d'action qui vont nous être proposées ce matin, j'ai quelques petites recommandations techniques. Alors je vois que vous avez tous coupé vos caméras et maintenant vos micros, donc c'est parfait. Je vais juste demander évidemment aux différents intervenants d'allumer leur caméra et leur micro au moment où ils seront amenés à parler, mais comme ça on est sûr que tout se passera pour le mieux. Alors il y a des petits onglets aussi à votre disposition. Si vous cliquez sur participants, vous verrez toutes les personnes qui sont en ligne, peut-être l'occasion de retrouver quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas. Il y a l'onglet converser, c'est celui-là qu'on va utiliser pour poser les questions aux différents intervenants. Vous pouvez aussi choisir de parler à une personne en particulier, mais donc choisissez bien la personne à qui vous parlez, histoire que tout le monde n'en profite pas, si ce n'était pas votre intention de départ. On a également tout en haut des petites réactions toujours en bas de l'écran, c'est des petits émoticônes si vous avez envie de réagir à ce qui est dit. Et puis tout en haut de votre écran, vous avez affichage galerie ou affichage intervenant. Comme on est un petit peu nombreux, si vous avez cliqué sur galerie, vous allez voir toutes des petites vignettes toutes vides. Si vous cliquez sur affichage intervenant, vous verrez en particulier la personne qui est en train de parler, en principe, bien évidemment. C'est filmé, je pense que ça vous a été dit au moment où vous vous êtes connecté. Donc voilà, ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra non seulement de le revoir, mais aussi, pourquoi pas, et on vous y invite évidemment à le faire circuler autour de vous dans les prochains jours. Si vous avez un souci technique, ce qui peut arriver, un souci de micro, de caméra, que vous n'arrivez pas à vous connecter correctement, il y a une assistante technique qui est à votre disposition, c'est FGF Assistante Technique, et aujourd'hui c'est Alice Bardio qui est là à votre disposition. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à elle. On est ensemble pour 1 heure environ. Il y a 3 travaux qui vont être présentés ce matin. Donc, il y aura à chaque fois une présentation du travail en 3 minutes. Ensuite, une intervention du promoteur ou de la promotrice du mémoire primé. Et ensuite, une intervention de la présidente du jury. On a 2 présidentes de jury ce matin, Géraldine Tran pour l'ingénierie et Karen Alacker pour l'architecture. Et puis ensuite, il y a un moment de questions-réponses qui est prévu, environ 10 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à utiliser cet onglet Converser, à poser vos questions. Si vous avez déjà des questions qui surgissent pendant la présentation, pourquoi pas, vous pouvez déjà les poser. Et puis, je me ferai un plaisir de les relayer, évidemment, un tout petit peu plus tard. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si c'est bien le cas, on va commencer avec le ERA Award en ingénierie soutenable. Et c'est Justin Gauss qui a l'honneur d'ouvrir le bal ce matin. Bonjour Justin, je sais que tu étais avec nous. Oui, Voici. bonjour.
Voilà, alors tu es le lauréat 2022 du ERA Award en ingénierie soutenable. Tu as terminé en septembre 2020 ton mémoire de master d'ingénieur civil des constructions à l'EPL, l'école polytechnique de Louvain, donc de l'UC Louvain, et tu y es actuellement assistant de recherche. Oui, Ton c'est ça, mémoire, oui. voilà, il s'intitule Validation expérimentale d'assemblage de structures réciproques composées de troncs d'arbres, et ton promoteur, c'est Pierre Latteur, qui est ingénieur civil, docteur en sciences appliquées et qui enseigne évidemment à l'EPL. On le retrouvera dans quelques minutes. En attendant, Justin, si tu es prêt, eh bien, je te propose d'y aller. Je vais face. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Juste si l'assistante technique sait mettre ma slide, bah voilà, parfait. Donc, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, le secteur de la construction est un secteur qui produit énormément de CO2. Et en fait, si on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que le béton et l'acier sont des matériaux qui sont plus représentés que le bois. Alors que le bois, c'est un matériau naturel qui permet de stocker le CO2 présent dans l'atmosphère sous forme de glucose lors de sa photosynthèse, pardon. Donc, en fait, on est en droit de se poser la question, pourquoi le bois n'est pas plus représenté dans la construction? La réponse est simple, en fait, c'est que le bois qui est utilisé aujourd'hui est un bois qui est très transformé. Et donc, chacune de ces transformations va avoir un coût écologique et un coût économique. Et donc, on a tendance à diverger de cette solution. Donc, la solution la plus simple, en fait, pour que le bois soit plus mis à l'honneur dans le domaine de la construction, c'est de l'utiliser sous sa forme la plus brute, donc pour limiter les transformations, à savoir des troncs d'arbres. Maintenant, utiliser des troncs d'arbres va amener certaines limitations. La première, c'est qu'un tronc d'arbre va avoir une longueur finie qui est limitée par la nature. Et donc, on doit introduire un système constructif cohérent, à savoir les structures réciproques. Pourquoi? Parce qu'avec ces structures-là, en fait, on va pouvoir franchir de grandes portées avec des éléments de plus petite longueur. Et une structure réciproque, en fait, pour voir ça d'une façon assez simplifiée, c'est une sorte de mikado géant où les éléments vont tous se supporter mutuellement, comme vous pouvez le voir sur la vignette ici en bas à droite. Alors ensuite, une deuxième limitation, ça va être la géométrie variable des troncs d'arbres. Donc, un tronc d'arbre ne va pas être parfaitement rectiligne. On ne va pas avoir de surface plane sur sa partie extérieure. Et donc, en fait, la seule solution pour pouvoir usiner et donc découper les encoches nécessaires pour ces troncs d'arbres va être d'avoir recours à des bras robotiques, utiliser d'outils de découpe, comme on peut voir en bas à gauche. La dernière limitation liée à l'utilisation de troncs d'arbres, en fait, c'est que dans le cadre d'un projet, on va avoir tous des troncs différents et on fait face en fait à ce méli-mélo de troncs d'arbres où on a énormément de connexions entre ces différents troncs. Donc, pour pouvoir concevoir ce type de structure, on est contraint en fait de connaître la géométrie exacte de chaque élément qui va composer la structure. Donc, on réalise le scan 3D des troncs. Ensuite, on doit définir la forme de la structure. Cette forme, le choix de cette forme est complètement libre. Elle peut même revenir au client de la structure, par exemple. Finalement, notre programme va générer de façon automatique tous les volumes de découpe à réaliser. Donc, chaque encoche en fait, va être définie par la forme de chaque tronc qui compose la structure. Et donc, toute cette approche se fait de façon automatique. Finalement, les troncs vont être usinés. Et en fait, la finalité de mon TFE, ça a été de vérifier tout le travail qui a été fait sur un prototype à taille réelle de 50 mètres carrés, comme on peut le voir sur la photo en bas à droite. Et ce prototype a été assemblé à la main et il est présent sur le site de l'UCL. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Merci beaucoup, Justin. On va donner la parole à ton promoteur, Pierre Latteur. Pierre, êtes-vous avec nous? Voilà, vous êtes de retour. Alors, quel est l'apport sociétal et scientifique du mémoire de Justin à vos yeux? Voilà, bonjour à toutes et à tous et félicitations à Justin, évidemment, d'abord. Les travaux de Justin, ils s'inscrivent dans une tendance actuelle de certains groupes de recherche qui fait penser que le secteur de la construction est peut-être à l'aube d'une certaine révolution. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis la révolution industrielle, en fait, le bois a été détrôné par l'acier et par le béton. Et puis, depuis quelques décennies, il y a un regain d'intérêt
pour le bois, à qui on attribue, et à raison d'ailleurs, des vertus de beauté, de bien-être, de durabilité, etc. Avec évidemment le problème que le bois est un matériau naturel et que pour construire avec du bois, de manière compatible avec la construction moderne, il faut le transformer, comme Justin l'a dit, il faut le découper, il faut le classer, il faut le raboter, il faut le recoller, etc. Tout ça pourquoi? Pour en faire des éléments carrés, rectangulaires, plats, avec lesquels on peut construire en suivant des plans qui ont été faits par des architectes ou des ingénieurs. Donc en d'autres mots, on dénature complètement le bois, avec une conséquence énorme, c'est que son prix est multiplié par 10 entre son arrivée à la scierie et son placement sur chantier, et avec comme corollaire qu'en Belgique, eh bien, les bâtiments en bois se comptent sur les doigts d'une main. Je ne parle pas des maisons, évidemment. Alors, bon, on m'a demandé de limiter mon intervention à 1 minute 30, donc je vais terminer en répondant finalement à la question posée de Madame Veit. Donc, l'apport du mémoire de Justin, c'est, disons, d'avoir contribué à montrer que des troncs d'arbres non transformés pourraient être utilisés dans la construction, malgré leur forme naturelle quelconque, à condition, évidemment, de combiner des outils modernes, donc des robots, avec des codes informatiques adéquats. Merci beaucoup pour cette intervention bien synthétique. Je vais donner la parole à présent à la présidente du jury en ingénierie soutenable, Géraldine Tran. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef d'Athéna, c'est un magazine de vulgarisation scientifique qui est édité par le département de la recherche et du développement technologique du SPW Emploi, Économie, Recherche. Donc, vous êtes aussi la présidente du jury, je viens de le dire. Qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le mémoire de Justin ? Alors, on voulait d'abord féliciter Justin, évidemment, et tous les autres candidats parce qu'on a vraiment eu des thématiques diverses et voilà, une approche systémique assez globale. Donc, on était vraiment très heureux de consulter tous les travaux. Mais pour Justin, on a particulièrement apprécié 3 points, en fait. Donc, premièrement, le sujet, comme l'a dit son promoteur, est lié à un enjeu majeur qui est celui de la construction. Et c'est l'un des secteurs les plus polluants à l'heure actuelle. Donc, ça, on a vraiment apprécié. Deuxièmement, une démarche et un état d'esprit réellement et sincèrement orienté vers la durabilité, et ce, dès le choix du sujet et de la matière première, donc, qui était le bois. Et puis enfin, on a beaucoup apprécié la réflexion que ce mémoire a entraînée sur le métier d'ingénieur. C'est-à-dire que Justin a su conjuguer une réponse à une demande, celui de la construction, de la pollution, de l'écologie, etc. La recherche de solutions, l'ingéniosité et aussi la créativité, puisque l'innovation de son travail réside aussi dans le fait qu'il a su conjuguer et allier des techniques existantes, low-tech et high-tech pour répondre à une problématique qui est finalement multiple, puisqu'il a fait face à quand même pas mal de contraintes au niveau du bois, de la matière première. Donc voilà, on tient vraiment à le féliciter pour tous les points et l'ensemble de son travail. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on va passer à présent aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Converser ». Première question, Justin, parce que Pierre Lator disait on utilise déjà le bois dans les maisons. Est-ce que ça veut dire que ce que tu as conçu là est adaptable à de plus grandes structures? Qu'est-ce que tu vises comme genre de bâtiment, en fait, à travers ces structures en bois? Donc, en fait, ici, donc, dans le cadre de mon mémoire, on s'est intéressé principalement aux structures réciproques. Et les structures réciproques peuvent être utilisées, que ce soit en configuration plancher ou en configuration, je vais dire, couverture de toiture. Donc ici, c'est un peu différent. Maintenant, le matériau bois, donc les troncs d'arbres, peuvent être aussi utilisés pas uniquement dans ce type de construction. Mais donc, pour l'instant, mon projet de recherche est plutôt basé sur l'utilisation de troncs d'arbres dans des bâtiments multi-étagés. Donc là, on s'écarte, comme Pierre l'a dit, de la construction je veux dire, de maisons unifamiliales. Et ici, on est plutôt sur l'objectif d'atteindre plutôt des hauts bâtiments. Et donc, l'intérêt est principalement là. Oui, effectivement. Alors, première question, on demande si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces structures réciproques. Tu l'as expliqué en quelques mots, mais pour qu'on ait bien l'image, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que tu peux un petit peu approfondir ce point-là? Alors, les bases de la structure réciproque, c'est que
on utilise des éléments de faible longueur pour atteindre des portées qui sont beaucoup plus importantes que la taille des éléments qui vont la composer. Et en fait, dans une structure réciproque, chaque élément vont se soutenir mutuellement. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet entre-là d'éléments et ils vont tous se superposer, en gros. Mais je conçois que ce n'est pas évident à prendre le concept en main et je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, d'aller sur le site de l'UCL pour voir la structure en taille réelle et ce sera beaucoup plus clair. Ok, on n'hésitera pas à le faire. Encore une question justement. D'abord, bravo pour ton travail, nous dit Benoît. Parmi les questions, comment faire face dans les gros assemblages aux réactions d'un matériau qui est vivant comme le bois? Dans le temps, est-ce qu'il se déforme par exemple? Comment on peut faire pour être sûr qu'il soit résistant dans le temps? Oui, mais donc en fait, le bois va subir de grandes variations dimensionnelles, principalement liées à son taux d'humidité. Et en fait, ici, le design qu'on a choisi pour la connexion entre deux troncs se base sur un principe de cônes imbriqués les uns dans les autres, à savoir que si du coup le tronc gonfle ou se rétrécit en fonction de l'humidité environnante, le contact entre deux troncs d'arbres va toujours se faire en fait. Et donc cet aspect-là a été, on en a tenu compte lors de la réalisation des assemblages. Et notre assemblage, je veux dire, global, est entièrement paramétrisé. Et donc, en fonction des différentes essences, en fonction justement des différents comportements qu'une essence subit en fonction de l'humidité, on pourrait adapter les paramètres de l'assemblage pour que justement cette connexion soit toujours bien satisfaite. Mmh. Alors, encore une question pour toi. Quelles étaient les sources principales concernant les low-tech existantes, sélection de celles-ci, et quelles étaient les difficultés principales pour les adapter aux high-tech utilisés? Donc, en fait, ce qu'on a fait pour, je veux dire, la version low-tech, c'est qu'on n'a pas voulu directement se réfugier vers une solution robotisée, industrielle. On trouvait peut-être ça un peu facile. Et en gros, ce qu'on a voulu faire, c'est partir plutôt sur un usinage, je vais dire, traditionnel, à savoir des outils qu'un menuisier ou qu'un charpentier a à sa disposition pour pouvoir usiner des troncs d'arbres. Et donc ça a été vraiment la première partie de mon mémoire, à savoir valider la géométrie de l'assemblage qu'on a défini avec des outils plutôt traditionnels. Et donc ce qu'on a utilisé simplement, c'est une défonceuse montée sur un certain châssis pour pouvoir réaliser la géométrie des découpes. Et en fait, tout ce travail-là n'a pas été inutile dans le sens où ça nous a appris beaucoup sur les difficultés à atteindre certains endroits sur les troncs, comment se passe le référencement de l'encoche sur le tronc d'arbre. Et en gros, on a appris vraiment beaucoup pour, au final, adapter la géométrie du connecteur pour une utilisation robotisée. Et il y a beaucoup de points positifs avec la solution robotisée, à savoir que c'est beaucoup plus précis dans le sens où l'ordre d'erreur est borné par le robot, alors que si tout se fait d'une façon manuelle, je veux dire, une erreur à un moment stratégique de l'usinage global du tronc d'arbre peut faire qu'on doit recommencer l'entièreté du tronc. Oui, effectivement. Alors, il y a encore une question ici. Est-ce que tu as eu l'occasion de traiter les déchets produits, les chutes, les copeaux, comme valeur ajoutée ou pour du recyclage ou autre? En fait, ici, donc les déchets qu'on a eus, c'était du coup principalement uniquement des copeaux, vu que c'est des déchets de défonceuse, que ce soit dans la version traditionnelle ou dans la version robotisée. Maintenant, la solution robotisée s'est faite en entreprise, donc IMAX Pro qui nous a accueillis pour réaliser les usinages. Là, je ne sais pas comment eux traitent les déchets. Maintenant, les déchets dans la version plutôt traditionnelle, ça a été récupéré pour mettre simplement dans les jardins au niveau des parterres, etc., pour garder l'humidité au niveau du sol. Alors, en attendant de voir si encore éventuellement une petite question, j'aimerais bien t'entendre sur ton expérience des ERA Awards. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'y participer, d'être lauréat maintenant? Mais en fait, je trouvais ça très chouette, surtout dans la découverte au final des TFE d'autres personnes, parce que quand on est étudiant, je veux dire, à part les amis proches où on s'intéresse vraiment sur le travail qu'ils réalisent, ici, c'est vraiment, je veux dire, on est confronté à une dizaine de personnes, chacun expose ses idées, et c'était vraiment intéressant de voir toujours un peu dans la même thématique, mais vraiment des sujets complètement variés. Et, voilà, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus plu dans cette expérience.
Super. Alors, il y a une question de Charlotte qui nous demande, bon, qui te félicite, hein, félicitations Justin, est-ce qu'un type de bois local est favorisé au niveau du travail d'assemblage, capacité portante, etc. Alors, nous, la structure, on l'a faite en épicéa. Maintenant, initialement, l'idée, c'était d'utiliser du bouleau, parce que le bouleau, c'est un bois qui est peu valorisé, qui est un peu trop sinueux. Et en fait, c'est aussi l'intérêt du projet, c'est de pouvoir valoriser des essences locales qui sont actuellement peu utilisées. Donc, par exemple, le bouleau, bah, c'est assez invasif, donc ça pousse tout seul, ça pousse relativement vite. Et donc, en fait, le projet ici pourrait très bien s'appliquer à n'importe quelle essence, maintenant toujours comme j'ai dit tout à l'heure, faire attention à tout ce qui est variation dimensionnelle en fonction de l'humidité qui est spécifique à chaque essence. Mais donc, le prototype, en tout cas, a été réalisé en épicéa. Mhm. Alors, Benoît nous demande s'il est utile de scanner un tronc pour repérer des défauts majeurs de résistance interne éventuelle et garantir la résistance globale des structures, pour évidemment pouvoir garantir la qualité finale. Ouais. Maintenant, ici, quand moi j'ai parlé de scan 3D, en fait, c'est simplement un scan de l'enveloppe extérieure du tronc d'arbre. Donc, le scan 3D, c'est fait par photogrammétrie. Et donc, on a uniquement, je vais dire, l'aspect extérieur du tronc. Et ici, ce que Benoît veut soulever, c'est en termes de résistance interne, c'est voir s'il y a des défauts à l'intérieur du bois. Avec cette méthode-là, c'est pas possible. Ok. Et est-ce que c'est envisageable à l'avenir? Parce qu'on se dit que c'est des structures très, très importantes. Mais en fait, oui, c'est ça l'idée qu'on a pour l'instant avec le projet de recherche, c'est de faire du proof testing. Donc, en fait, c'est de charger chaque élément qui va être utilisé dans la construction avec le chargement qu'il devrait subir par la suite. Et donc, voir un peu le comportement de chaque élément. En gros, faire vraiment une vérification élément par élément pour être certain de la résistance des éléments qu'on va mettre au sein d'un bâtiment. Mm-hmm. Oui, donc un travail préparatoire qui est quand même très, très important, on l'entend, et c'est important si on a des très grosses structures. On a encore une question ici. Est-ce que la machine a le même œil, la même oreille qu'un bûcheron pour définir les meilleurs endroits où couper? Alors non, la machine n'a certainement pas le même œil ni la même oreille. Maintenant, je vais dire, ici, en fait, comme toute la conception de la structure se fait en amont sur logiciel, quel que soit ce qui se passe lors de l'usinage, on ne peut pas le prévoir en fait. Donc c'est-à-dire que comme on a la bibliothèque de troncs, ces troncs, on les positionne pour faire la structure qui nous intéresse. En fait, on sait déjà avant même d'usiner les troncs d'arbres, quel tronc va aller à quelle place. Et donc en fait, on n'a pas ce lien direct, je vais dire, de œil et oreille du bûcheron. Donc là, pas vraiment. Maintenant, l'idée, c'est vraiment que l'usinage soit fait de façon manuelle ou robotisée, on aura quand même les mêmes soucis. Et l'avantage du robot, bah, c'est que si l'outil de découpe arrive sur un nœud du tronc d'arbre, bah, il vaut mieux que ce soit un robot qui le fasse plutôt que quelqu'un avec une défonceuse et puis que ce soit dangereux et ce genre de choses, quoi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Justin. Alors, je ne vois plus de questions arriver, si je ne m'abuse. Merci beaucoup. De toute façon, on arrive à nos 10 minutes. Bravo à toi et merci à ton promoteur, Pierre Latteur. Merci à Géraldine Tran. On va poursuivre tout de suite avec l'architecture soutenable. Et c'est Justine Noulin qu'on accueille. Bonjour, Justine. Bonjour. Alors, tu as été nominée pour ton mémoire qui est intitulé « Adaptation des habitations face au risque d'inondation », cas d'études en région wallonne et en Angleterre. Tu as terminé ton master en ingénieur civil à la Faculté des sciences appliquées de l'ULiège en septembre 2021 et tu es aujourd'hui architecte chez PCA Stream à Paris. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Tu as eu une promotrice et un promoteur pour ce mémoire, Catherine Elzen qui est professeure en ingénierie architecturale à l'ULiège et Jacques Taylor qui est professeur d'urbanisme à l'ULiège également. Justine, est-ce que tu es prête? Moi, c'est bon, mais il manque juste le diapo. Voilà, et voilà, je pense que c'est parti. On t'écoute pendant 3 minutes. Vous avez tous en tête, je pense, les inondations de juillet 2021 qui ont lieu en Belgique et dans tout le nord de l'Europe, donc à savoir de l'eau à un niveau jamais égalé, des maisons inondées ou encore des vies à jamais ébranlées. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que ces inondations qui ont lieu l'été dernier ne sont pas un phénomène rare, bien au contraire. Avec le changement climatique, ce type d'événement se déroulera bien plus souvent et en plus avec une plus grande intensité.
Donc aujourd'hui, près d'un an après cette catastrophe, on peut se demander si cet événement aurait été aussi tragique si les habitations avaient été adaptées. Donc c'est un peu pour mieux comprendre comment diminuer l'impact des inondations que j'ai souhaité m'intéresser à l'adaptation des habitations face au risque d'inondation. Donc pour cela, j'ai réalisé une étude de terrain, donc une en partie en Wallonie, qui était le contexte dans lequel j'évoluais dû à mes études, et une autre en Angleterre, parce que l'Angleterre a une expérience plus importante des inondations et met davantage en place des mesures d'adaptation à l'échelle de la propriété individuelle. Donc pour cela, j'ai réalisé un questionnaire à destination des habitants pour mieux comprendre, par exemple, s'ils avaient déjà subi des inondations, s'ils avaient conscience du risque, ou encore si, suite à une inondation, ils avaient mis en place des mesures ou non. Donc ce questionnaire en ligne m'a permis de récolter près de 576 réponses, dont j'ai pu réaliser une analyse statistique. Et en parallèle de ce questionnaire à destination des habitants, j'ai aussi réalisé des entretiens avec des experts du service public de Wallonie, des architectes, des concepteurs de solutions ou encore des pompiers, pour mieux comprendre comment les inondations étaient gérées, mais plus au niveau des instances gouvernementales. Donc les réponses au questionnaire couplées aux réponses aux entretiens m'ont permis de réaliser une analyse transversale pour mieux comprendre pourquoi les habitants, ne prennent pas de mesures d'adaptation face aux inondations et comment est-ce qu'on peut venir améliorer la mise en place de ces solutions. Donc finalement, cette étude nous permet de nous rendre compte que globalement, avant les inondations de juillet 2021 en tout cas, les habitants n'avaient globalement pas du tout conscience du risque, qu'il n'y a pas de lien entre le risque réel et le risque perçu, c'est-à-dire qu'une personne habitant dans une zone avec un risque plus élevé n'a pas plus conscience du risque qu'une personne habitant dans une zone avec un risque plus faible. Que globalement, les mesures d'adaptation des habitations sont mal connues et considérées comme inutiles par les Wallons. Par mesure d'adaptation, on peut comprendre notamment mieux choisir les matériaux, réorganiser les fonctions dans son habitation ou encore les éléments techniques. Et qu'il y a besoin globalement d'une meilleure sensibilisation au risque et de développer une réelle culture du risque inondation. Donc tout l'intérêt en fait finalement de cette étude, c'est d'avoir dressé un état de conscience du risque en Wallonie avant les inondations de juillet 2021, de comparer finalement les mesures qui ont été prises à la fois en Angleterre et en Wallonie et leurs conséquences. Et c'est surtout un sujet, donc, comme on peut le voir, d'actualité, qui est une base scientifique pour les enquêtes qui sont à venir après les inondations. Et ce travail permettra, en tout cas, je l'espère, d'inciter davantage à l'adaptation des habitations face au risque d'inondation. Merci Justine. Merci beaucoup. Alors je le disais, tu as eu une promotrice et un promoteur pour ce mémoire, mais ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Néanmoins, Catherine Elzen a tenu à nous adresser un petit message qui, je pense, va être diffusé. Le voici. Bonjour à toi Justine, si tu nous écoutes aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Elzen, je suis professeure en faculté des sciences appliquées ici à l'Université de Liège, en ingénierie architecturale, et j'ai eu le plaisir, avec mon collègue Jacques Teller, d'accompagner Justine Moulin dans la réalisation de son mémoire dont la qualité est reconnue aujourd'hui à travers votre événement. Alors un grand bravo à toi Justine, tu as réalisé un travail de très très grande qualité qui, Jacques et moi, nous a particulièrement frappés par finalement l'approche centrée usager que tu as été capable d'opérer à travers cette thématique. Alors, tu as été équipé évidemment de tous les outils de l'ingénieur pour analyser cette question des inondations et cette question de la gestion des risques associés aux inondations. Mais malgré ça, tu as décidé finalement d'envisager cette question problématique à travers les yeux des citoyens. Et grâce à cela, tu as été en mesure finalement de saisir la complexité de cette perception du risque, telle que perçue par les citoyens, et tu as été en mesure de proposer des pistes concrètes pour une meilleure communication et une meilleure sensibilisation des citoyens face aux risques, mais aussi face à la nécessité d'adapter son habitat en regard de ces aléas d'inondation. Donc en cela, tu as été finalement un peu dans l'avant-garde, puisque quelque part, malheureusement, les événements de juillet 2021 ont été consécutifs à ton travail de terrain, et donc tu as pu par là finalement mettre en place les premières bases théoriques et empiriques pour répondre à ces questions essentielles de la gestion du risque telle que perçue par les acteurs de terrain. Donc un grand bravo à toi, tu as amplement mérité cette reconnaissance aujourd'hui. J'espère que ton travail pourra inspirer d'autres jeunes après toi à envisager aussi des questions d'ingénierie
à travers le regard des usagers. Merci à Catherine Elzen de nous avoir adressé ce message. Je vais accueillir à présent Karen Alacker, qui est la présidente du jury de Cetera Awards en Sustainable Architecture. Karen, vous êtes professeure associée au département d'architecture de la KU Leuven au sein de la faculté d'ingénierie. Alors, quelle a été la position du jury par rapport au travail de Justine? Merci. Tout d'abord, je veux dire que cette année, on a reçu 26 candidatures. Alors, ce n'était pas très facile de sélectionner les primés cette édition, notamment parce que la richesse des thématiques était énorme et l'originalité des approches adoptées par les candidatures sont très, très bonnes. Mais le jury a souhaité saluer et mettre en valeur le travail de Justine parce que le travail se traite d'un sujet urgent, particulièrement pertinent pour la Wallonie, mais aussi pour les autres régions à risque d'inondation, aggravées par le changement climatique, évidemment. Le jury a apprécié l'approche réflexive du mémoire qui se penche sur la problématique locale de la résilience face aux inondations et en mettant à profit les apprentissages et bonnes pratiques développées à l'étranger, l'Angleterre en ce cas-ci. L'analyse était faite rigoureusement, critique et bien menée, notamment sur le plan sociologique, et se base sur un état de l'art étendu. Alors, Justine, nos félicitations avec votre travail et merci beaucoup aussi pour ta présentation aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Karen. On vous retrouvera évidemment dans quelques minutes. On va passer aux questions-réponses et je vois qu'il y a déjà des questions pour toi, Justine. Alors, Oulia nous dit « J'ai eu le grand plaisir de découvrir ton travail lors de ta candidature pour notre prix Ingénieurs sans frontières et à nouveau, je te félicite pour ce travail pluridisciplinaire, travail que tu avais proposé à tes profs avant même l'actualité que notre pays a connue. Ma question, je sais que ton TFE a été téléchargé de nombreuses fois suite à ces inondations. Est-ce que ton travail a permis des pistes pour les communes touchées ? » Alors, je sais qu'en tout cas, à l'Université de Liège, en Master 1 et Master 2, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits suite aux inondations, notamment du travail de terrain. Donc ça, c'est vraiment interne à l'université. Et de plus, je sais qu'il y a eu là actuellement, il y a des travaux qui sont faits suite aux inondations, justement pour permettre de mettre en place des pistes justement pour éviter que ça se reproduise plus tard. Et on peut par exemple citer Martin Frens qui met déjà lui en place des mesures du côté de l'ESCO et ce sont des choses qui fonctionnent déjà. Donc c'est des choses qu'il avait déjà mis en place en amont et qui continuent à être mises en place aujourd'hui. Alors évidemment, après on nous pose une question très, très pratique à laquelle on a tous envie d'avoir une réponse. Hélène qui nous dit « Félicitations Justine, quelles sont les adaptations principales dans les habitations, mais aussi au niveau des instances gouvernementales qui ont été observées en Grande-Bretagne? Dans quelle mesure sont-elles implémentables chez nous en Belgique ?» En fait, donc déjà, si on parle au niveau des instances, juste la gestion des inondations n'est pas du tout faite de la même manière au niveau des strates gouvernementales. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ça va être plutôt par type d'inondation, alors qu'en fait, en Belgique, ça va être plutôt par bassin hydrographique. Et c'est très, très compliqué parce que en fait, les inondations, ça touche en tout cas en Belgique, ça touche tout le monde et en même temps personne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des instances qui vont ça va toucher par exemple les gens du système agronome, mais qui ne vont pas forcément parler au contrat de rivière, etc. Donc en fait, ça touche tout le monde, mais c'est très dur en fait finalement de regrouper les informations et d'avoir une démarche globale. Et sinon, ce qu'il en est pour vraiment d'un point de vue purement pratique, en fait, au Royaume, en Angleterre, il y a un document qui s'appelle le PLFRA, qui est un document qui recense les différentes choses à mettre en place pour protéger son habitation. Donc, on peut par exemple utiliser des matériaux qui sont plus résilients, typiquement éviter de mettre du parquet au rez-de-chaussée et préférer le carrelage, éviter de mettre par exemple toute la base électrique, etc. au sous-sol, voire même ne pas avoir de sous-sol, évidemment. En fait, c'est tous des agencements qui sont assez simples. Et en fait, le gouvernement wallon a aussi un guide d'inondation qui existe en Belgique,
Le problème principalement, c'est le manque de communication à propos de ce guide. Et je suis sûre qu'ici dans l'Assemblée, aucun des Belges présents ne connaît ce guide alors qu'il est disponible sur le site wallon. Donc, ce n'est pas forcément un problème de mesure en soi, mais avant tout un problème de communication à propos de ce guide qui existe, qui est très bien fait et que je vous invite à consulter au plus vite. On n'y manquera pas. N'hésitez pas à poser vos questions encore à Justine. Voilà, Benoît nous dit bravo Justine pour ce travail de recherche. As-tu eu depuis lors des contacts avec les autorités wallonnes et en particulier suite à la commission d'enquête et la coordination nouvelle mise en place? Alors personnellement non. Après, j'avais été amenée par un de mes promoteurs à continuer à travailler sur le sujet, ce qui n'était pas forcément actuellement compatible avec mon travail actuel. Mais en tout cas, oui, je sais que le travail permet d'être une base en tout cas et de mener à des pistes de réflexion pour la suite. Donc, je n'ai pas exactement toute l'envergure de tout ça. Je pense que l'un de mes promoteurs, Jacques Terler, aura plus une idée globale si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Et justement, ton travail, est-ce qu'il te sert dans ce que tu fais actuellement à Paris? Je dirais qu'actuellement non, parce que les travaux sur lesquels on travaille sont de très grandes, enfin n'ont pas du tout le même type d'ampleur, parce que ce sont de la réhabilitation, mais sur des bâtiments de type tertiaire. Alors que là, moi, je me suis plutôt concentrée sur des problématiques, disons, de l'habitat individuel. Et que visiblement, pour le moment, la gestion des eaux à Paris est pour le moment assez bien gérée, mais ne serait-ce que parce que c'est une capitale et donc il est primordial de bien la gérer. Mais je pense que par la suite, dans tous les cas, sur des projets de réaménagement urbain, ce type d'apprentissage est toujours utile, ne serait-ce que parce que par rapport à beaucoup d'autres personnes, la question du risque arrive très vite. Est-ce qu'il y a un risque? Quel est-il? Et comment est-ce qu'on peut mettre en place ou concevoir l'architecture de manière à éviter ce risque? Alors, n'hésitez pas, hein, les questions sont toujours attendues. On a encore quelques minutes avec Justine. Peut-être, si tu devais retenir un élément que tu as appris la réalisation de ton mémoire, ce serait lequel? L'importance de la culture du risque. Vraiment, c'est quelque chose qui là est aujourd'hui d'actualité parce qu'il y a eu des inondations, parce que les gens ont mémoire finalement de ce qui s'est passé. Mais on peut être sûr, et j'en ai discuté avec beaucoup d'autres personnes qui ont participé, notamment au ERA, que d'ici 10 ans, les gens vont oublier, mais parce que c'est normal aussi d'oublier. Et ce qu'il faut, c'est justement entretenir cette culture du risque, qu'elle soit au niveau des inondations, qu'elle soit au niveau du changement climatique, qu'elle soit au niveau de tous les risques en fait, qui existent pour être conscient qu'il y a un risque et l'intégrer pleinement dans son quotidien. Après, il ne faut pas en faire non plus... Pas que ce soit anxiogène, mais il faut juste en avoir conscience et mettre en place les mesures qui sont nécessaires pour justement le jour où ça arrive, être préparé et avoir finalement une approche qui soit plus résiliente et diminuer finalement les impacts néfastes que ça peut avoir. Je pense que du coup, tu as un petit peu répondu à la question suivante. Ton travail soulignait l'absence de conscientisation du risque d'inondation des citoyens, qui a certainement changé depuis l'actualité. Est-ce que cette conscientisation dans l'urgence reste après cette urgence passée? Donc voilà, tu viens de dire qu'a priori non. Mais ça se voit, si je puis me permettre, ça se voit particulièrement au nombre de réponses que j'ai pu avoir. Dans mon cas, ça a été très très difficile pour moi d'avoir des réponses au questionnaire parce que les inondations n'intéressaient à l'époque personne. Et aujourd'hui, il y a énormément de groupes Facebook, par exemple, qui se sont créés justement pour créer de l'entraide entre les citoyens, etc. Et aujourd'hui, en fait, il est très facile, entre guillemets, d'avoir des réponses à ce type de questionnaire simplement parce que les gens sont intéressés par le sujet et ont conscience de la problématique. Alors qu'il y a un an, pour moi, c'est très, très difficile d'avoir des réponses. Mais justement, qu'est-ce qui, toi, t'avait mise sur la piste de cette problématique-là à cette époque? Parce que c'est vrai que tu es tombée finalement pile au bon moment. Exactement. Moi, je voulais travailler sur une problématique liée au dérèglement climatique. Ça, c'était qui soit une problématique sociale et qui puisse nous toucher tous, en fait. Et c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas trop concerné par les typhons, par les séismes, etc. Ce sont des choses que l'on ne connaît pas. Par contre, les inondations, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, qui est de plus en plus marqué et qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre. Donc, c'est surtout pour ça que je voulais le faire, pour avoir une conscience, développer une expertise globale d'un sujet qui va tous nous toucher.
Oui, alors justement, Marianne nous demande s'il n'y a pas aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des architectes ou voilà, dans la formation qui est donnée aux futurs architectes. Exactement. Ça a été l'une des pistes dans mon TFE de finalement les réorienter de cette manière-là. Et en fait, j'ai donc interrogé des architectes et on se rend compte que, en fait, quand on est architecte, on doit répondre avant tout aux normes et on a tellement de travail en général et c'est tellement difficile que, en fait, on n'a pas le temps de s'attarder à toutes les choses. Et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, il y a des nouveaux mécanismes qui sont mis en place d'un point de vue plus réglementaire pour que lorsqu'on soit dans une zone à inondation, l'architecte doit faire un travail supplémentaire pour justifier que ce qu'il va construire n'impacte pas de manière négative les alentours ou que la gestion du risque est bien réalisée, est bien coordonnée dans sa conception. Donc c'est plus pour moi quelque chose de réglementaire qui du coup, s'il est réglementaire, va venir aussi s'institutionnaliser au niveau des écoles. Merci. Merci à vous. Justine, pour cette présentation qui, je pense, a beaucoup intéressé. On va poursuivre avec l'architecture soutenable toujours et on va accueillir cette fois le lauréat de Cetera Award, c'est Lucas Lamotte. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, tu as terminé ton master en architecture à Lockheed Tournai, c'est la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme de l'UC Louvain. C'était en juin 2021. Tu es donc lauréat de Cetera Award pour ton mémoire qui est intitulé « Penser l'invisible, accueillance et hospitalité urbaine pour une architecture favorisant l'inclusion inconditionnelle de personnes exilées au cœur d'un territoire en transition ». Alors, tu as eu 2 copromotrices, Chloé Salambier, qui est docteure en anthropologie et qui est chargée de cours à Loki, chercheuse aussi à l'UC Louvain au sein de la cellule Uses and Spaces, et Audrey Courbebesse, docteure en architecture, professeure en conception des habitats à Loki et qui est aussi chercheuse dans la même cellule que Chloé Salambier. Je vois que ton slide est déjà là. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on t'écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme cela a été évoqué, mon mémoire de fin d'études en architecture, il s'intéresse à la situation des personnes exilées sur le littoral nord de la France, mais aussi de la Belgique. Vous ne connaissez peut-être pas forcément ce territoire, mais vous avez peut-être déjà vu ces images de campements insalubres à Calais ou à Grande-Synthe où survivent des centaines de femmes et d'hommes. Moi, ce territoire, c'est là où j'ai grandi. C'est un territoire que j'ai vu se métamorphoser au fil des années pour laisser place à un paysage de murs, de barbelés, de grillages et de déforestation à perte de vue. Les principales villes touchées par ce que certains nomment la crise de l'accueil sont Grande-Synthe et Calais, de par leur position stratégique vis-à-vis du Royaume-Uni. Et c'est ainsi que j'ai pu poser la problématique de mon travail, à savoir comment favoriser l'inclusion de ces personnes au cœur de ce territoire. Pour tenter d'y répondre, il a d'abord été question de définir une stratégie territoriale commune à l'ensemble du littoral. Et cette stratégie, elle s'appuie sur l'implication de civils dans l'élaboration d'un littoral que l'on pourrait qualifier d'accueillant. Sur ces 6 villes-là, moi, je m'intéresse principalement à la ville de Grande-Synthe pour des raisons à la fois historiques, mais aussi sociales. Et aussi parce que c'est là-bas que j'ai effectué un travail de terrain avec une association qui venait en aide aux personnes exilées pendant près de 2 mois. Et pendant cette période, j'ai pu discuter avec les personnes exilées, j'ai pu cartographier leur lieu de vie, leur manière d'habiter, et j'ai même mangé avec elles afin de savoir et de comprendre qui elles étaient vraiment. Grâce à ce travail au plus proche des personnes concernées, j'ai pu comprendre ce dont elles avaient besoin et l'idée était donc de proposer un projet à la fois urbain et architectural propice à leur inclusion au sein de la ville de Grande-Synthe. À l'échelle de la ville, l'idée est de développer un axe nourricier qui traverse la ville pour lier les différents quartiers de Grande-Synthe et qui deviendra aussi le support de 4 interventions architecturales. Alors la première de ces interventions, elle se passe au sein même du campement informel par l'intermédiaire de simples modules en bois qui répondent à des besoins primaires, sanitaires mais aussi culturels. La seconde intervention, elle consiste en la transformation d'une ancienne sécherie en plein cœur de ville en une maison que moi j'ai qualifiée d'interquartier et qui abrite des festivités interculturelles qui favorisent aussi les échanges entre les habitants de Grande-Synthe et les exilés accueillis. L'idée du projet avant tout, c'était d'essayer de proposer aussi un modèle d'accueil alternatif et innovant et d'offrir une vraie solution d'hébergement à ces personnes exilées. Et pour ce faire, c'est l'idée de la troisième intervention qui consiste en la réhabilitation d'un pavillon vacant sur cet axe nourricier dont je parlais tout à l'heure, en un logement adapté à la population locale et les personnes exilées. Donc ce logement, il est partagé entre les habitants de Grande-Synthe et les personnes exilées qui sont accueillies, mais il se veut aussi adapté aux us et coutumes de chacun.
dans une volonté de co-conception en plus de ça, des 3 interventions que je viens d'évoquer. Il est également nécessaire de prévoir un lieu pour fabriquer les modules que j'évoquais au tout début, ou alors les extensions de pavillons vacants. Et donc, c'est l'idée de la quatrième et dernière intervention qui concerne la réhabilitation d'une ancienne sécherie en un atelier de fabrication qui est ouvert à tous et qui est nécessaire pour concevoir la ville accueillante de demain. Dans ce travail, j'ai développé l'idée d'un modèle accueillant expérimental pour la ville de Grande-Synthe. Mais l'idée est que ce modèle s'affine et s'organise sur les 5 autres villes dont je parlais au tout début, afin de tendre vers un vrai littoral qu'on pourrait qualifier d'accueillant. Enfin, repenser le système de gouvernance actuel, il est aussi nécessaire et primordial dans l'élaboration de ce projet. L'idée qui est développée dans le mémoire écrit, c'est celle de donner davantage de pouvoir à l'échelon local et de favoriser le travail avec les acteurs du terrain, mais surtout et avant tout de donner la parole aux exilés eux-mêmes dans l'élaboration d'un véritable littoral accueillant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à toi, Lucas. Beaucoup de choses à en dire. J'ai l'impression, alors tes promotrices, malheureusement, n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc, on ne les entendra pas. Mais en revanche, Karen Alacker, la présidente de ce jury en architecture soutenable, est toujours avec nous. Alors, Karen, qu'avez-vous particulièrement apprécié dans le travail de Lucas, qui est donc lauréat de cet ERA Award? Oui. Le jury applaudit ce travail de très haute qualité qui traite avec profondeur et à 360 degrés, un critère important, d'un sujet très actuel, celui de l'accueil et de l'inclusion des exilés sur un territoire donné. Alors, le jury salue la grande implication personnelle de Lucas au sein de ce travail et l'engagement individuel pour cette thématique. C'était exceptionnel dans ce travail. L'approche était originale et propose une analyse très poussée du lieu étudié en considérant autant son contexte historique et urbanistique que sa dimension humaine et sociale. Le mémoire aboutit à une proposition de dessin architectural innovante, accompagnée des représentations graphiques solides qui donnent une bonne vision du projet proposé. Alors, un travail qui pourrait inspirer les générations futures. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Merci à vous, chère Karen. On va évidemment partir sur les questions qui te sont destinées, mon cher Lucas. Alors, bravo pour ce travail, nous dit Benoît, et cette approche innovante et différente de la question des jungles, très rafraîchissant dans un univers devenu très sombre. Ici aussi, as-tu pu pousser ces résultats auprès des différentes autorités françaises impliquées? Alors oui, j'ai essayé de contacter à la fois la mairie de Grande-Synthe, donc là où j'avais fait mon travail de terrain. Donc j'ai été en contact avec des élus qui travaillent sur ce sujet. On doit convenir d'un rendez-vous dans les semaines à venir pour essayer de discuter de l'avenir de ces campements. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très difficile et qui est aussi très politique. Donc c'est très difficile de mettre même le projet que j'ai réalisé à l'écrit. Il est très difficile à être réalisé réellement. Pour des questions déjà de droit, etc. Et donc, j'ai essayé de rentrer en contact avec ces personnes-là qui sont aussi engagées pour faire changer les choses, mais voilà, ça reste un sujet qui est très compliqué à mettre en place. Ouais. Alors, Olia nous dit la sécurité, du moins le manque de sécurité étant souvent souligné dans ce genre de campement. Est-ce que tu as pris ce critère en considération pour ton futur quartier ? Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai travaillé sur le terrain pendant près de 2 mois, on m'avait aussi dit que la question de la sécurité, c'était quelque chose qui était très important et je ne me suis pas du tout senti en insécurité quand j'ai fait mes 2 mois de travail de terrain. J'ai rencontré des personnes qui étaient ingénieurs et qui venaient juste ici parce qu'elles fuyaient les bombardements et les guerres dans leur pays. C'était surtout des Kurdes qui étaient sur le campement de Grande-Synthe. Après, il est vrai qu'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément envie d'être intégrées en France parce qu'elles avaient envie de rejoindre leur famille en Angleterre. Mais l'idée, c'était vraiment que le projet que je propose, il puisse s'adapter à des personnes qui ont envie d'être intégrées en France, mais aussi être adaptable à des personnes qui ont envie de partir et qui ont envie d'avoir un logement pour une période indéterminée, mais qu'on puisse accueillir tout le monde, quoi. Mais en tout cas, la question de la sécurité, je ne me suis pas du tout senti en insécurité et les personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas du tout mal intentionnées. Donc, la sécurité, c'est vrai que c'est une question importante. On entend souvent parler à travers les réseaux sociaux ou à travers les médias, mais c'est vrai que je vous conseille d'aller sur le terrain, même auprès des associations, pour voir ce qui est vraiment la réalité d'un campement.
Ouais. Hélène nous dit très beau sujet et travail, félicitations. Quels étaient les points principaux relevés en allant sur le terrain, méthode ethnographique? Comment ça a influencé ton travail et le développement des solutions proposées? Alors, sur le terrain, j'ai adopté l'observation participante. Donc, en étant dans l'association, on allait quotidiennement sur le terrain, distribuer des denrées, etc. Et ça m'a permis de, moi, déjà, créer du lien avec les personnes exilées qui étaient sur place, essayer de voir d'où elles venaient, pourquoi elles se situaient à cet endroit-là, qu'est-ce qu'elles attendaient. Est-ce qu'elles avaient fait une demande d'asile en France? Est-ce qu'ils voulaient vraiment aller en Angleterre? Et c'est vrai qu'en effectuant ce travail, j'ai pu voir comment elles vivaient et en discutant avec les personnes, comment elles vivaient aussi dans leur pays, parce qu'elles ne vivent pas du tout de la même manière sur le campement que comment elles vivaient dans leur pays, dans leur maison et dans leur belle maison qu'elles avaient, qu'elles ont quittée. Mais j'ai utilisé des méthodes du relevé habité, par exemple, pour voir comment ils organisaient, comment s'organisaient les différentes communautés entre elles, pourquoi il y a des communautés qui étaient séparées les unes des autres et pourquoi sur des lieux de distribution, on évitait de faire rencontrer des Afghans et des Kurdes. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont à mettre en place dans le projet architectural également. Là, c'est vrai que je me suis, moi, principalement intéressé aux populations kurdes parce qu'elles représentent à peu près 90% du campement, donc j'étais surtout en contact avec elles. Mais si on veut pousser plus loin le projet, l'idée, c'est d'avoir un type d'habitat qui puisse s'adapter à la fois aux Kurdes, à la fois aux Afghans, et puis faire un travail en fait de relevé et de discussion avec toutes ces populations, toutes ces communautés directement sur le campement. Est-ce que toi, tu as envie d'aller plus loin justement dans le travail? Oui, c'est vrai que j'ai envie d'aller plus loin. Après, c'est vrai qu'il y a, bon là, maintenant je travaille dans une agence d'architecture, mais il y a très peu d'agences qui s'intéressent entre guillemets à ce sujet-là parce que c'est un sujet, comme je disais tout à l'heure, qui est très politique et voilà, c'est des fois des délais très longs pour mettre des choses en place et on voit bien que quand même les exilés essayent de se construire une tente ou un abri, c'est démantelé tous les 2 jours. Donc on sait très bien qu'une solution architecturale en dur ne tiendrait pas non plus beaucoup de temps, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué, mais je suis toujours impliqué et je suis toujours l'actualité. Le temps me manque un peu, mais j'aimerais toujours m'engager auprès de ces personnes et les rencontrer au fur et à mesure. Après, je suis toujours en contact avec des personnes qui sont actuellement en Angleterre. Donc, j'ai toujours des nouvelles de ce qui se passe actuellement et des personnes qui sont en Angleterre, ce qu'elles sont devenues. Bon, bah, chouette. Alors, on te dit encore félicitations, Lucas. Nous sommes très fiers de toi, ton courage et ta dextérité pour aborder un thème aussi difficile. Ma question, comment convaincre les politiques qu'il y a intérêt à accueillir et stabiliser les migrants alors qu'ils craignent un appel à davantage encore de migration? Comment leur montrer qu'il y aurait un gagnant-gagnant dans cette optique? Alors, c'est aussi ce que je développe dans mon mémoire écrit que je vous invite à lire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on on entend souvent à travers les réseaux sociaux ou les médias la théorie de l'appel d'air qui fait que voilà, si les personnes sont accueillies en France, il y en aura de plus en plus qui vont venir. Ça, c'est une théorie qui a été réfutée de nombreuses fois par des écrits et c'est vrai que les personnes que j'ai rencontrées seraient prêtes à travailler en France, mais en fait, leurs conditions et leur statut de dubliné, donc ça veut dire qu'elles ont déjà déposé leur empreinte dans d'autres pays de l'Europe. Si elles font une demande d'asile en France, donc pour travailler en France, elles seront systématiquement renvoyées dans le premier pays où elles ont fait leur demande d'asile, où elles ont déposé leurs empreintes. Donc elles savent très bien que si elles font une demande d'asile en France, elle sera rejetée parce qu'ils ont déjà fait une demande d'asile dans un autre pays européen. Donc ils savent très bien que ça va être très compliqué pour eux de s'installer en France et de pouvoir travailler en France. Même si j'ai pu voir que les ingénieurs, les travailleurs, les architectes que j'ai rencontrés même sur le terrain étaient prêts à travailler en France. Mais voilà, c'est des questions de statut qui bloquent un peu. Mais voilà, dans le mémoire, j'explique aussi qu'il y a un côté gagnant-gagnant à la fois pour l'économie d'une ville, pour relancer une économie. Donc là, par exemple, par l'intermédiaire du projet, le fait de faire une espèce de fabrique à bois pour relancer une économie locale, ça peut aussi se faire par le biais des exilés. Par des habitants Grand-Saintois qui sont dans une situation sociale aussi très précaire. Donc voilà, il y a aussi cette idée de gagnant-gagnant qui est mise en œuvre dans l'écrit et que j'essaye aussi de mettre en avant lors de mes interventions avec des politiques. Ouais. Alors, on nous demande, félicitations d'abord de la part de Charlotte, quel rôle médiateur donnerais-tu à l'architecture de ton projet dans ces enjeux sociaux? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que, en tout cas, le sujet des personnes exilées soit plus mis en avant et déjà peut-être un peu plus travaillé. Là, le travail que j'ai fait, il a été relayé pas mal de fois dans des associations, dans le petit réseau d'associations qu'on a créé sur Grande-Synthe et sur Calais. Il y a aussi de plus en plus de maisons d'accueil qui souhaitent se mettre en place à Grande-Synthe et à Calais.
où justement je viens en aide aux associations qui souhaitent ouvrir ces espaces d'accueil pour les personnes exilées. Et j'essaye de montrer comment on pourrait adapter justement les bâtiments vacants ou alors les logements qu'on souhaite ouvrir pour ces populations-là, pour leur manière d'habiter, pour qu'elles se sentent bien. Parce que je suis aussi allé dans des centres d'hébergement où les personnes restaient même pas une nuit parce que ce n'était pas du tout adapté à leurs conditions de vie. Et c'était aussi très loin du littoral nord. Et donc, elles savaient très bien que si elles avaient envie de passer en Angleterre, ce n'était pas là qu'elles devaient rester. Ouais. Alors justement, le pavillon culturel reprend quel genre d'us et coutumes? Parce que nous dit Oulia, ces lieux sont très souvent des lieux riches de cultures différentes, de différentes religions, etc. Alors là, l'espèce de pavillon, les petits modules que je mets en place dans le campement, alors il y a des modules sanitaires, donc avec des douches, des toilettes qui répondent à des besoins primaires, parce qu'actuellement, il faut savoir qu'il n'y a pas de douche ni de toilette pour éviter ce que les gens appellent les points de fixation. Ce que j'ai rencontré sur le campement, c'était que quand ils faisaient des fêtes ensemble, il n'y avait aucun espace qui était organisé pour accueillir ces festivités-là. Ils ont aussi beaucoup envie de faire des danses traditionnelles qui se passent beaucoup dans leur pays. Et pareil, ça, c'était à chaque fois en plein milieu de la boue. Des associations ramenaient une enceinte, mettaient la musique, mais les exilés dansaient dans la boue. Donc, l'idée, c'était vraiment que ces petits modules puissent en faire un seul. En fait, chaque petit module peut permettre de faire une scène qui peut accueillir des danses, des festivités. J'ai aussi vu dans le camp, lors de mon travail de terrain, qu'il y avait des films qui étaient projetés parfois pour un peu changer les idées des exilés, même des enfants qui sont sur place. Et les films étaient projetés directement sur les camionnettes des associations. Alors, l'idée, c'était aussi que par ce module, on puisse venir tendre un espèce de linge, venir s'asseoir, le même module que celui qui sert pour la danse, mais qui puisse avoir plusieurs fonctions, qui puisse se servir de fonctions pour regarder des danses traditionnelles, pour regarder des films et ce genre de choses. Allez, on prend une dernière question. Est-ce que le Brexit rend plus difficile encore le passage des personnes qui désirent se rendre en Grande-Bretagne? Alors, c'est vrai que le Brexit, il a rendu plus difficile les traversées de personnes qui voulaient se rendre en Angleterre, notamment par camion, parce que les contrôles à la frontière se sont renforcés, notamment au niveau des camions. Et donc, c'est pour ça que la plupart maintenant des personnes qui veulent se rendre en Angleterre tentent des traversées encore plus périlleuses par petites barques ou petits bateaux à travers la Manche directement. Et n'essayent plus de traverser par camion parce que, à travers les rayons, en fait, on capte directement les personnes exilées qui se situent dans des camions, sauf dans des camions frigorifiques. Mais là, pareil, c'est des risques très élevés qu'ils prennent pour essayer de se rendre en Angleterre. Donc là, la plupart des gens, comme même moi, j'ai rencontré, essayaient de traverser par bateau ou alors en grimpant dans les ferries, mais c'est des choses qui sont très difficiles et qui sont aussi très dangereuses. Merci Lucas et Merci. bravo. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à regarder dans la conversation. Il y a tous des liens. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez lire le mémoire de Lucas, il est accessible sur le site de la Fondation pour les générations futures. Il y a aussi les mémoires de Justin et de Justine qui étaient avec nous ce matin et les autres, évidemment, sont disponibles également. Bravo à toi. Je remercie évidemment tous les intervenants, les promoteurs, promotrices, les présidentes de jury. Je remercie également IBA qui soutient tous les ERA Awards ainsi que les fonds Philippe Rottier et Albert Vanet pour les générations futures. Je remercie également Technor, les partenaires de ces deux prix en architecture et en ingénierie soutenable. Merci aussi à toute l'équipe de la Fondation pour les générations futures. Ce webinaire, vous pouvez le revoir quand vous voulez sur le site de la Fondation. On se retrouve vendredi, c'est le 22 avril à 10h30 autour des ERA Awards en Sustainable IT et Sustainable Law. C'est le petit nouveau de cette année et je vous donne également rendez-vous le mardi 10 mai à 18h à l'UNAMUR pour la cérémonie de remise des ERA Awards. On pourra se retrouver en chair et en os et ça nous fera beaucoup de bien. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très belle journée et à vendredi ou au 10 mai. À très bientôt.